Donc merci Jean-Pierre, bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation, merci aux sponsors qui rendent le congrès possible. Donc je vais effectivement enchaîner avec les actualités thérapeutiques sur l'amylose cardiaque. Elles sont nombreuses et étant donné le fait que le congrès est maintenant diffusé, y compris en distanciel à l'étranger, et on m'a chuchoté dans l'oreille qu'on pouvait se retrouver sur YouTube, j'ai essayé de rester assez sérieux et sobre sur le fond comme sur la forme. Alors, mes liens d'intérêt potentiels en lien avec la présentation. Je vais bien sûr essayer de rester le plus impartial possible, étant donné les enjeux et les pressions pharmaceutiques sur la thématique. Alors, je vais passer assez vite sur le plan, la vie est trop courte. Je suis très content d'avoir eu le trio de tout à l'heure qui a un petit peu présenté rapidement, qui a redonné un petit peu le contour de l'amylose cardiaque. En quelques mots, l'amylose cardiaque, l'amylose tout court, c'est une pathologie infiltrative qui va en fait résulter d'un dépôt de fibrilles, de protéines qui vont se déposer dans les tissus. C'est le principe de l'amylose. Et quand on s'intéresse à l'amylose cardiaque, on va globalement retrouver deux grands types d'amylose. L'amylose AL, qui est constituée d'un dépôt de chaînes légères d'immunoglobulines. Donc c'est tout le champ de la pathologie hématologique des gammapathies monoclonales. C'est l'amylose qui va être la vraie urgence diagnostique, puisque la pathologie a une évolution extrêmement sévère, extrêmement rapide. Il faut diagnostiquer très rapidement pour traiter très rapidement ces patients, et elle doit toujours être, je le rappelle, éliminée en première intention devant toute suspicion d'amylose cardiaque. La deuxième pathologie, c'est l'amylose à transthyrétine, qui cette fois est donc un dépôt de la protéine qui est la transthyrétine, avec deux formes principales. La forme sauvage qui se dit en anglais wild type, qui est anciennement la forme sénile, et la forme héréditaire où la transthyrétine est mutée et va plus facilement se déposer sous forme de fibrille, avec des formes qui sont plus jeunes, qui se développent à un âge plus jeune. Il est extrêmement important, je l'ai dit, d'avoir un diagnostic précoce, puisque à ce jour, on n'a pas de traitement qui va faire régresser la maladie, mais on a des traitements qui vont stopper son évolution. Et donc, plus le diagnostic est précoce, et on sait bien qu'on va améliorer le devenir et le potentiel évolutif des patients. Alors, comment faire ce diagnostic précoce? On a un certain nombre de signes d'alerte, qu'on appelle les red flags, qui sont des signes qui doivent nous alerter notre vigilance sur la possibilité d'une amylose cardiaque. Il y en a un certain nombre, ils sont rappelés dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez très bien. Alors évidemment, le diagnostic est extrêmement simple quand on tombe sur ce genre de cardiopathie, on a ici une cardiopathie hypertrophique concentrique très marquée, avec une atteinte également du ventricule droit, l'infiltration des valves. Donc si on voit ça, on est tous maintenant extrêmement sensibilisés à évoquer le diagnostic d'amylose. Donc là, c'est pas très compliqué, mais le but est de les trouver avant qu'on en arrive à ce stade. On a bien sûr la fameuse épargne apicale du strain, avec l'aspect en cocarde ici qu'on connaît bien également. Pensez toujours à regarder le CG et corréler le microvoltage relatif qui tranche avec l'hypertrophie myocardique que vous avez en échographie. C'est évidemment un bon outil. Et je le rappelle, même quand on parle d'amylose cardiaque, ça reste une pathologie systémique. Les dépôts de protéines, ils ne touchent pas que le cœur. Et on a un certain nombre de symptômes extracardiaques qui peuvent être associés, pas tous évidemment, et qui vont pour certains être plus ou moins associés à l'amylose à transthyrétine ou l'amylose ATTR. Et évidemment, dans l'amylose ATTR, celui qui est le plus fréquent et le plus spécifique, c'est le syndrome du canal carpien bilatéral qui, dans la majorité des cas, survient 5 à 10 ans avant le diagnostic d'amylose cardiaque. Donc pensez à le rechercher. Si vous avez déjà une petite suspicion échographique et clinique, si en plus le patient vous dit qu'il a eu effectivement le canal carpien, ça augmente un petit peu votre suspicion diagnostique. Je vais aller très vite, je ne vais pas refaire tout ce schéma d'algorithme diagnostique que vous connaissez bien maintenant, qui a permis vraiment une nette évolution de la prise en charge de l'amylose, avec un diagnostic qui est maintenant possible dans la grande majorité des cas de manière non invasive, grâce au recours à la fois à la biologie pour exclure toujours en premier lieu une gammapathie monoclonale, et ensuite à la scintigraphie avec le traceur osseux qui est le diphosphonate ou le HMDP, qui va permettre dans un nombre de cas quand même significatif d'avoir le diagnostic d'amylose
à transthyrétine sans avoir recours à la biopsie. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Évidemment, les patients, quand on leur annonce le diagnostic d'amylose, ils nous demandent ce que c'est que la maladie et comment ça va évoluer. Évidemment, on a tous en tête, puisque quand on a commencé à parler un petit peu plus d'amylose, il y a déjà maintenant une dizaine d'années, l'image d'une pathologie au pronostic extrêmement sombre. Alors évidemment, ça reste une pathologie qui est agressive, mais j'ai ressorti ce papier de 2022 qui retrace en fait les courbes de survie à partir du diagnostic à 60 mois. Et vous avez, en fonction des couleurs de courbe, la courbe la plus basse en bleu, c'est le diagnostic pendant la période 2002 à 2008. Ou 2006, pardon, avec, on voit un pronostic, une courbe de survie qui est extrêmement pentue, on va dire, avec un pronostic qui était très sombre à l'époque, et on voit que de séquences, enfin d'année en année, puisqu'on a les différents intervalles de temps pour aller jusqu'à la courbe jaune 2017-2021 pour le diagnostic, on voit que le pronostic se transforme extrêmement rapidement, avec une mortalité à 60 mois qui passe de plus de 50%, nettement plus de 50%, sur la première courbe à moins de 25% sur la dernière période étudiée. Donc le pronostic n'est plus du tout aussi sombre qu'avant. La première raison, je vous l'ai un petit peu dévoilé, c'est le diagnostic plus précoce, parce qu'évidemment quand on diagnostique les gens plus tôt, eh bien, la pathologie est moins avancée et donc le pronostic s'améliore. Mais aussi, ça va faire le lien avec le cœur du topo, c'est l'actualité thérapeutique. Puisque on va voir qu'on a maintenant à disposition des traitements qui vont contribuer aussi à améliorer ce pronostic. Alors je me suis dit, l'actualité thérapeutique, elle est tellement bouillonnante et importante que ça va être un petit peu un catalogue. Alors, je me suis dit, je vais commencer par une illustration. Il me restait quelques minutes hier, j'ai pris un petit papier, les crayons de couleur des enfants, et je me suis dit, je vais faire une petite illustration pour ce que je ressens de l'actualité thérapeutique de l'amylose en ce moment. J'hésitais à vous le montrer parce que je suis vraiment extrêmement nul en dessin. Voilà, c'était vraiment sans prétention. Hein, donc c'est un petit peu ce que m'évoquait l'actualité thérapeutique en ce moment. On est encore dans une situation où vous allez voir, on a un traitement qui est confortablement installé pour l'instant dans la prise en charge de l'amylose, mais on a tout un tas de petits prétendants qui sont en dessous et qui vont rivaliser d'ingéniosité et de technique pour essayer d'aller devenir calife à la place du calife. Et c'est ce qui constitue un petit peu le paysage actuellement des traitements qui vont essayer de prendre la place du traitement de référence. Alors avant d'entamer un petit peu, d'aller dans le détail, on est obligé de repasser par un tout petit peu de physiopathe pour comprendre. Donc dans l'amylose à transthyrétine, puisque je vais parler de l'actualité surtout de cette amylose à TTR, on a cette protéine, la transthyrétine, qui est normalement produite au niveau du foie, qui est une protéine qui va s'organiser en tétramères, c'est-à-dire 4 protéines qui vont s'agréger ensemble pour former l'unité, la protéine finalement qui va avoir son rôle physiologique. Et cette protéine est supposée rester sous forme de tétramère. Malheureusement, dans certains cas, le tétramère va se déstabiliser, les protéines se retrouvent à l'état libre sous forme de monomères, et ces monomères vont être plus instables, ils vont se désorganiser et ils vont former des oligomères puis des fibrilles. Cette organisation en fibrilles qui va être vraiment très insoluble et qui va se déposer dans les différents tissus. Et notamment ici, on revoit ici une image de scintigraphie avec le cœur qui attrape le traceur de diphosphonate et qui signe l'amylose à transthyrétine. Alors comment on va pouvoir faire pour empêcher ce dépôt des fibrilles amyloïdes? Alors la première idée qui a été émise, c'est de stabiliser cette transthyrétine pour maintenir la transthyrétine sous forme d'un tétramère et éviter la désorganisation qui va fermer les fibrilles. Alors, le premier des traitements de cette classe des stabilisateurs, c'est bien sûr le tafamidis, c'est le Vyndaqel, dont l'efficacité a été mise en évidence en 2018 dans l'étude ATTRACT. Je suis obligé de revenir dessus quand même. Hop, pardon. Avec pour la première fois dans l'amylose à transthyrétine un effet bénéfique sur la morbimortalité, avec des courbes qui divergent sur les courbes de mortalité à un stade relativement tardif après l'initiation, mais un effet qui est net.
ce qui a abouti en France à une recommandation temporaire d'utilisation en accès précoce en 2018, puis à l'AMM en 2021, sous la forme du tafamidis qu'on a actuellement à disposition, qui est le tafamidis 61 mg, appuyé par les recommandations européennes d'utilisation en grade 1 dans toutes les amyloses ATTR des patients symptomatiques en stade 1 et 2 de la NYHA. Mais évidemment, on va aller un petit peu dans le champ de la concurrence maintenant. Et on a toujours sur la classe des stabilisateurs un nouveau traitement qui est en lice, qui est le lacoramidis, qui s'est montré très récemment dans l'étude ATTRibute-CM, dont on a eu les résultats, qui était une étude randomisée versus placebo, avec, alors j'ai pas remis le nombre de patients, dont le critère principal était un critère hiérarchique, avec des critères durs et puis petit à petit des critères de NT-proBNP, test de marche, qui a inclus des patients avec une amylose à transthyrétine et étude qui a été positive également sur son critère de jugement principal, avec une divergence des courbes qui est, on peut le voir ici, plus précoce. Ce qui est mis en avant dans l'acoramidis par rapport au tafamidis, c'est en tout cas in vitro des effets de meilleure stabilisation du tétramère par rapport au tafamidis. Alors évidemment, il faut être prudent quand on nous met en avant cette divergence des courbes qui est plus précoce, parce qu'on ne peut pas comparer des torchons et des serviettes. Et dans l'étude ATTRACT, on avait les courbes de mortalité uniquement, alors que là, on nous présente les courbes de mortalité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc évidemment, si on a plus d'événements cliniques, forcément, la divergence va se faire plus tôt, et notamment, on sait bien que les hospitalisations pour insuffisance cardiaque vont précéder le critère dur de mortalité, bien sûr. Alors, quel va être le positionnement de l'acoramidis? On sait qu'il va arriver quand même assez prochainement, vu cette étude qui est positive, et il va se positionner probablement comme un concurrent au tafamidis, et qui potentiellement peut conduire à une baisse des coûts. En tout cas, on attend la suite. Alors, hormis la stabilisation de la transthyrétine, on a aussi la possibilité de diminuer la synthèse de la transthyrétine au niveau hépatique. Alors bon, je vous passe la transplantation hépatique, ça a été une technique dans certains cas. Évidemment, il y en a de moins en moins recours. On a maintenant la possibilité de rendre silencieuse la transthyrétine pour empêcher sa synthèse, puisque la transthyrétine a un rôle qui est finalement assez faible au niveau physiologique. C'est un transporteur hormonal, et on peut très bien réduire, voire annuler la synthèse de transthyrétine sans avoir d'effet négatif décelable au niveau clinique. Et donc on a deux classes de traitements, on va y venir, de traitements qui vont se positionner dans ce segment. Le premier, c'est le patisiran, Onpatro, dont les premières données ont été issues des amyloses de forme neurologique, des amyloses héréditaires, avec Apollo B, étude qui était positive dans le patisiran sur les critères neurologiques, et dont on a exclu des critères secondaires avec des signaux favorables à la fois sur les critères cardiologiques, le NT-proBNP, le test de marche. Et donc, bon, on ne va pas s'attarder sur la figure, mais on a eu quand même des données rassurantes sur l'effet bénéfique cardiologique dans ces cohortes. Et c'est ce qui a conduit à la possibilité qu'on a à présent de prescrire ce patisiran en prescription compassionnelle en cas de progression sous tafamidis ou intolérance avérée au tafamidis, dans le cadre de façon assez encadrée, après validation lors d'une RCP nationale. Et je vous ai remis un petit peu les trois critères qui doivent être présents pour parler de progression sous tafamidis: un critère clinique, un critère biologique et un critère d'imagerie. Donc si jamais vous avez dans vos cabinets des patients qui sont progresseurs, qui s'aggravent franchement sous tafamidis, vous pouvez nous les adresser pour éventuellement discuter cette mise sous patisiran. Alors en pratique, le patisiran, c'est un traitement intraveineux toutes les 3 semaines. Les 3 premières injections sont hospitalières, mais après on peut organiser des hospitalisations au domicile du patient, donc ça se fait relativement bien. Toujours dans le groupe des silencers, on a un siRNA, un ARN interférent de 2e génération, qui est le vutrisiran, qui est intéressant sur la galénique par rapport au patisiran, puisque là on n'est plus sur de l'intraveineux mais sur du sous-cutané, et on n'est plus à 3 semaines mais tous les 3 mois. Le vutrisiran a aussi eu des données extrêmement récentes avec la publication des résultats de l'étude Helios B, qui a inclus 655 patients avec une amylose à transthyrétine sauvage ou mutée,
De façon intéressante, évidemment, c'est des études qui là sont beaucoup plus récentes et on est avec des patients contemporains. Et cette étude permettait que les patients soient pré-traités par des stabilisateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il est plus possible de randomiser des patients avec un traitement versus placebo, parce que si vous avez un patient qui a une amylose et que vous lui dites vous avez une chance sur deux d'avoir un placebo et donc plus aucun traitement pour votre amylose, ça devient plus éthique. Donc là, on avait 40% des patients qui étaient traités sous tafamidis. Le critère de jugement principal était la mortalité cardiovasculaire, la mortalité et événements cardiovasculaires à 33 mois. La safety était relativement neutre et l'étude est sortie positive sur le critère de jugement principal, comme vous pouvez le voir sur les courbes de survie. Alors, il est quand même intéressant de noter deux éléments dans les analyses en sous-groupe. On retrouve comme toujours le fait qu'il vaut mieux traiter les patients le plus tôt possible. Les patients les plus jeunes, les patients les moins graves avec un NT-proBNP plus bas tirent toujours plus de bénéfices que les autres. Et autre fait intéressant, l'étude n'a pas permis de montrer de façon significative le bénéfice chez les patients dans le seul sous-groupe des patients qui étaient pré-traités par tafamidis. Donc pour l'instant, on ne sait pas effectivement comment ça va se positionner. Est-ce qu'il faudra mettre en ajout d'un traitement stabilisateur ou à la place d'un traitement stabilisateur? Il y aura évidemment d'autres données qui vont sortir par la suite. L'événement récent, c'est qu'il y a eu un refus de l'accès précoce octroyé au vutrisiran, en partie parce que le patisiran était déjà disponible un petit peu dans cette prescription, on va dire, compassionnelle des mauvais répondeurs au tafamidis. Alors, une autre façon encore de traiter ces patients, je vous ai dit que jusqu'ici, on était sur des traitements qui arrêtent la progression de la maladie. Mais jamais on a, pour l'instant, eu jusqu'à présent la possibilité de faire réverser la maladie. Donc, quand vous avez un diagnostic à un stade tardif, le patient va garder son cœur hypertrophié et ses symptômes à l'état globalement stable. Et donc, on a maintenant ce champ des anticorps monoclonaux qui va être, dont l'objectif va être de dégrader les dépôts de transthyrétine et potentiellement de faire repartir en arrière la pathologie. Donc un champ qui est évidemment extrêmement prometteur dans cette pathologie. Et donc à ce titre, on a au centre de référence au CHU participé à l'étude DEPLE-TTR qui s'intéresse à un anticorps qui est le ALXN 2220 qui est donc un anticorps monoclonal dirigé contre les fibrilles amyloïdes en injection intraveineuse mensuelle, qui était une étude destinée aux patients relativement avancés de leur amylose avec un NT-proBNP à plus de 2000. Les inclusions viennent de se terminer et ça s'est plutôt bien passé. On a plutôt bien recruté, donc on est content. Ça mérite d'être souligné. Alors c'est vrai que j'y pense, j'ai oublié, pour un gain de temps, j'ai oublié de vous parler de cette classe-là, ce qui est des oligonucléotides antisens, qui sont aussi des silencers, également à ce champ de traitement pour lequel on a participé avec des études qui sont toujours en cours avec le suivi des patients qui se poursuit. Enfin, la dernière arme dans le champ thérapeutique, c'est l'édition génique. Alors, je ne vais pas faire de spoiler, parce que j'ai vu que le professeur Perréon, à la suite, allait parler de thérapie génique, donc ça tombe extrêmement bien. L'édition génique, avec les techniques notamment de CRISPR-Cas9, qui ont vraiment révolutionné cette approche pour aller modifier le gène dans les noyaux cellulaires. Eh bien, on s'y intéresse aussi dans l'amylose. Il y a des études en cours chez les patients dont les premiers résultats vont arriver probablement prochainement. Et l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir une injection unique et de guérir. Donc là, on s'intéresse bien sûr à l'amylose ATTR héréditaire, mais de pouvoir guérir en une injection les patients d'une pathologie génétique monogénique. Voilà, on est dans le futur, mais pas si lointain que ça. Alors, c'est pas fini, il y a eu donc beaucoup de choses déjà, mais ça continue. La course, les prétendants sont nombreux et actifs, et donc on a des études encore dans les tuyaux, les pipelines qui vont se lancer. L'étude Triton CM qui va étudier un siRNA de 3e génération avec une injection tous les 6 mois, qui va, sauf accident, également être proposé au CHU de Nantes avec des critères d'inclusion qui sont provisoires mais qui sont assez larges et pour lesquels on pourra également inclure vos patients, donc n'hésitez pas à nous les adresser. Et ça va être ma diapo de conclusion concernant le centre de référence des cardiomyopathies et dont l'amylose fait partie.
Pourquoi il est utile de nous adresser les patients pour l'évaluation initiale, hein. Le but n'est pas que, bien sûr, qu'on suive tous les patients et qu'on accapare le suivi de ces patients avec amylose, mais de les voir en évaluation initiale nous semble extrêmement important pour plusieurs raisons. Malheureusement, les chaînes légères libres qui sont nécessaires au diagnostic en ville ne sont toujours pas remboursées à ce stade, donc il y a un reste à charge pour les patients, donc ça peut être un frein. La démarche diagnostique, je vous ai dit, hein, elle est bien codifiée. Parfois ça roule et on a le diagnostic très vite, parfois c'est plus difficile et c'est toujours un diagnostic relativement pressé quand il s'agit d'éliminer l'amylose AL. La génétique reste obligatoire puisque c'est le prélèvement génétique qui est le seul capable de distinguer l'amylose ATTR sauvage de la TTR héréditaire. Et on a quand même effectivement des patients qui sont diagnostiqués à un âge assez âgé mais qui vont quand même avoir une ATTR mutée. Donc il faut toujours le faire chez l'ensemble des patients. Évidemment, on va pouvoir discuter du traitement spécifique à mettre en place. Même s'il n'y en a qu'un pour l'instant, on sait que c'est parfois difficile. Quand on a un patient jeune de 70 ans, diagnostiqué précocement, il n'y a aucun doute, évidemment, on initie le traitement, mais quand c'est des patients de 85, 90 ans, ils sont bien, mais fragiles, voilà, c'est évidemment pas simple de le discuter au cabinet, donc on a la possibilité de le faire collégialement, ce qui vous enlève un petit peu le poids de cette décision de traiter ou non les patients. On va pouvoir faire participer les patients au registre national des amyloses pour essayer de continuer à améliorer les connaissances sur la pathologie, ce qui fonctionne très bien actuellement, qui est coordonné par le professeur Damy du centre de référence Nord-Raymond d'Or. Et on va, comme vous l'avez vu, pouvoir faire participer les patients à l'innovation thérapeutique dans le cadre de protocoles et leur faire bénéficier de cette actualité thérapeutique qui est extrêmement évolutive et extrêmement rapide dans cette pathologie. Voilà, je vous remercie.